Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des composantes séquentielles pour les circuits numériques. Les sujets de ce thème sont les suivants. Nous allons voir la structure générale d'un circuit séquentiel, nous allons comparer les modèles de Moore et de Mealy, nous allons voir la bascule et le loquet, et finalement le chronogramme d'un circuit séquentiel. Donc tout d'abord, pour les circuits séquentiels, il faut penser à la notion de l'état d'un système par rapport au circuit combinatoire. Les circuits séquentiels sont associés à la notion d'état. Dans la partie gauche de la diapositive, on a un système de contrôle sans état, un commutateur à deux positions, soit le circuit est fermé et la lampe est allumée, ou le circuit est ouvert et la lampe est éteinte. Dans la partie droite de la diapositive, on a un système de contrôle avec état, c'est-à-dire que le même bouton, le bouton blanc, a deux effets possibles. Si la porte de garage est présentement fermée, peser sur le bouton la fait ouvrir. Si la porte est présentement ouverte, peser sur le bouton fait fermer la porte. Donc, la position actuelle de la porte, c'est-à-dire l'état du système, a un impact sur l'effet qu'a l'entrée du système, c'est-à-dire peser sur le bouton. Les circuits séquentiels synchrones comportent deux parties, une partie combinatoire et des éléments à mémoire. La partie combinatoire est facile à voir ici et les éléments à mémoire sont montrés ici. On observe que la partie combinatoire a deux sorties. Premièrement, les sorties du système et ensuite aussi le prochain état du système. Le prochain état est appliqué aux éléments à mémoire. Lors d'une transition sur le signal d'horloge, le prochain état est emmagasiné dans les éléments à mémoire. Les éléments à mémoire fournissent une entrée au circuit combinatoire ainsi que les entrées externes du système. Donc, le circuit combinatoire calcule les sorties et le prochain état en fonction des entrées et aussi de l'état présent. On note finalement la présence d'un signal d'initialisation qui permet de remettre les éléments en mémoire dans une configuration connue et désirée. Il y a deux types de circuits séquentiels, les circuits de Moore et de Mealy. Dans une machine de Moore, les sorties ne sont fonction que de l'état présent. Donc ici, on a des sorties de Moore qui sont fonction uniquement de l'état présent du système. Les sorties de Mealy, elles, par contre, sont une fonction de l'état présent du système et aussi des entrées du système. La troisième boîte, qui est commune au circuit de Moore et de Mealy, calcule le prochain état du système. En général, c'est une fonction des entrées et de l'état présent. En fait, si ce n'est pas une fonction d'état présent, on a alors un circuit qui n'est pas un circuit séquentiel. Le premier élément à mémoire qu'on va voir, c'est le loquet SR. Il est composé de deux portes non-OU qui sont connectées en cascade. On va maintenant analyser le comportement de ce circuit-là. Donc, tout d'abord, supposons qu'on applique un 1 à l'entrée S et un 0 à l'entrée R. La porte OU qui est ici va donc avoir une sortie nécessairement de 1 parce qu'une de ses entrées est à 1. Comme il y a une inversion, on retrouve un 0 ici à la sortie de la porte non-OU. Le 0 se retrouve à l'entrée de l'autre porte non-OU aussi, qui fait donc qu'on a une sortie de 1 pour la sortie Q, et ce 1 s'en vient ici aussi à l'entrée de la porte non-OU d'en haut. Le circuit est maintenant stable. On appelle ce mode le mode 7, c'est-à-dire une entrée de 1, une sortie de 0 correspond à une sortie de 1 globale pour le système. Maintenant, si l'entrée S passe à la valeur 0, à ce moment-ci, il n'y a rien qui change dans le circuit, parce qu'on a déjà une entrée de 1 ici pour la porte non-OU, et donc une sortie de 0 ici, qui amène un 0 là, qui amène un 1 à la sortie Q, et qui, en rétroaction, revient à l'entrée de la porte non-OU du haut. Donc le circuit est maintenant stable avec une entrée 0 et 0. On appelle ce mode le mode mémoire. Avec une entrée 0 et 0, si la sortie du circuit est présentement 1, la prochaine sortie du circuit sera encore 1. Considérons maintenant le cas où on place un 1 à l'entrée R et un 0 à l'entrée S. À ce moment-là, pour la porte non-OU du bas, on aura un 1 à l'intérieur et un 0 à la sortie Q. Ce 0-là vient se placer à la deuxième entrée de la porte non-OU du haut. L'intérieur de cette porte a un 0 et donc on a un 1 à Q' qui vient porter un 1 ici à l'entrée du haut de la porte non-OU du bas. Le circuit est stable et on appelle ce mode le mode Reset, avec une entrée 0 de S et 1 pour R, et la sortie Q est 0.
Considérons maintenant qu'on prenne l'entrée R qui est à 1 et on la fasse passer à 0. À ce moment, il n'y a pas de changement. La porte non ou ici est encore alimentée par un 1 qui vient du Q' et sa sortie reste à 0, qui reste encore à 0 ici pour la deuxième entrée de la porte non ou du haut. On est maintenant en mode mémoire, comme tantôt, c'est-à-dire que l'entrée S et l'entrée R sont à 0. Cependant, contrairement à tantôt, la sortie Q était à 0 et elle reste à 0. Alors que tantôt, on avait une sortie Q à 1 pour les mêmes deux entrées 0 et 0. On constate donc que le circuit a une sortie qui va être différente, non seulement selon la valeur de ses entrées, mais aussi selon la valeur de son état présent. Il y a aussi un mode interdit à ce circuit, c'est-à-dire que si on place un 1 et un 1 aux deux entrées S et R, on réalise que les deux portes internes OU sont à 1 et ce qui nous amène des sorties 0 aux signaux Q et Q', qui nous amène un 0 ici et un 0 ici. Donc, comme par définition, Q doit être l'inverse de Q', on ne peut pas avoir 0 et 0 aux deux valeurs. Donc, on dit que ce mode est interdit parce qu'on a un non-respect de la condition Q est égal à Q'. De plus, si les deux entrées S et R passent simultanément à 0, à ce moment-là, le circuit risque d'entrer en oscillation parce que les deux portes OU internes ici passent à 0 simultanément, ce qui amène simultanément un 1 aux deux sorties, qui amène ici un 1 aux deux autres entrées, qui amène alors à nouveau un 1 ici à l'intérieur, ce qui amène un 0 à la sortie, et ainsi de suite, et le circuit risque de ne pas se stabiliser. Dans les faits, il finit par se stabiliser, mais sur un état qu'on ne peut pas prédire d'avance. Si on regarde maintenant le chronogramme d'un loquet SR, donc, tout d'abord, on a une entrée 0, 0, ce qui correspond au mode mémoire. Mais comme on ne connaît pas la valeur présente de la sortie Q, on ne peut pas prédire, on ne peut pas connaître quelle est la valeur résultante de Q et de Q'. Tout de suite après, on a un 1 et un 0 qui correspond au mode 7. Donc, la sortie Q sera à 1 et la sortie Q' sera à 0. Ensuite, on passe au mode mémoire. Donc, il n'y a pas de changement dans les sorties, 0 et 0. Ici, on passe au mode reset avec un R à 1 et un S à 0. Donc, la sortie Q sera à 0 et la sortie Q' à 1. On passe ensuite au mode mémoire, donc il n'y aura pas de changement dans les sorties. On conserve le 0 et le 1. On retourne dans un mode reset avec un 1 à R et un 0 à S. Et donc, il n'y a pas effectivement de changement. On conserve un 0 sur le Q et un 1 sur le Q'. Encore une fois, le mode mémoire ici. Donc, toujours pas de changement. 0 et 1 encore. Puis finalement, on passe à un mode 7 avec un 1 sur le S et un R sur le 0. Ceci force un 1 sur la sortie Q et un 0 sur la sortie Q'. Il n'y a pas de changement au prochain temps de simulation. Ensuite, le circuit entre dans un mode interdit, c'est-à-dire qu'on a un 1 à S et un 1 à 0. Donc effectivement, on aura Q est égal Q' est égal à 0 et ce mode est interdit. Ensuite, on passe au mode mémoire avec un 0 et 0. Mais comme j'ai expliqué dans la diapositive précédente, on ne peut pas prédire quelle sera la sortie du circuit dans ce cas-là. Le deuxième élément à mémoire que nous allons considérer, c'est le loquet D. Le loquet D a deux entrées, un signal de donnée D et un signal de contrôle G. G pour gate. Il y a deux états seulement, c'est-à-dire transparent et mémoire. Le loquet D est composé d'un loquet SR, comme on l'a vu dans les diapositives précédentes, auquel on ajoute trois portes logiques, deux portes logiques et une porte logique non, tel que montré sur le diagramme. Analysons ensemble le comportement de ce circuit. Donc tout d'abord, si on place un 0 à l'entrée G, on observe que les deux portes logiques et reçoivent un 0 à l'une de leurs deux entrées. Cela signifie qu'automatiquement, elles produisent des 0 à leur sortie. Et cela, c'est indépendant de l'entrée D. On sait des diapositives précédentes qu'un 0 et 0 aux entrées S et R d'un loquet SR mène automatiquement à un mode mémoire ici. Donc là, présentement, on ne peut pas prédire quelle est la valeur de Q parce que ça dépend de la valeur de Q qui était là avant qu'on applique le 0 à l'entrée G.
Donc, on dit donc que dès qu'on a un 0 à l'entrée G, on a le mode mémoire. C'est-à-dire que la valeur actuelle de Q va être conservée au temps suivant. Maintenant, si on applique un 1 à l'entrée de contrôle G, cela a pour effet de placer des 1 aux deux entrées des portes logiques E. Et donc, les deux sorties ici vont dépendre maintenant de D. Donc, si on a un 0 à l'entrée D, cela va amener un 0 à l'entrée S du loquet SR et nécessairement un 1 ici à l'entrée R du loquet SR. Le loquet SR sera donc en mode reset et sa sortie sera 0. On observe que le 0, c'est la même chose que l'entrée D. Maintenant, si plutôt on place un 1 à l'entrée D, effectivement, l'entrée S ici recevra un 1, on aura un 0 ici, et l'entrée R recevra un 0. Donc, la sortie Q sera à 1, et parce que le loquet SR sera en mode 7. On observe donc que quand l'entrée G est égale à 1, la valeur de D est transférée automatiquement à la sortie Q lors de la prochaine étape. Donc, on appelle ce mode le mode transparent. Quand G est égal à 1, la sortie est égale à l'entrée D. On va maintenant analyser le fonctionnement du circuit avec un simple chronogramme. Donc, tout d'abord, on a une entrée G qui est à 0, ce qui correspond au mode mémoire. Comme on ne connaît pas la valeur actuelle de la sortie Q, on ne peut pas prédire quelle sera la valeur. On sait qu'ici qu'on a un 0 et 0 à S et R, mais on ne peut pas prédire la valeur de Q. Ensuite, le loquet est placé dans le mode transparent en lui appliquant un 1 à son entrée D. On voit dans ce cas que la valeur de S sera égale à D, c'est-à-dire 0, et la valeur de R sera égale à 1. Et cela correspond au mode reset du loquet SR, et donc la sortie sera égale à 0. Ensuite, l'entrée D passe à 1. Donc, l'entrée S du loquet SR sera à 1 et l'entrée R sera à 0, ce qui signifie qu'on aura une sortie de 1. Ensuite, on passe au mode mémoire, en plaçant un 0 sur l'entrée G. Donc, effectivement, les entrées S et R seront à 0 pendant tout ce temps. Et donc, il n'y aura pas de changement sur la sortie Q, indépendamment de ce qui peut se passer à l'entrée D. Ensuite, on retourne à l'état transparent, avec un 1 ici. Donc, présentement, on aura un 0 sur R et un 0 sur S et un 1 sur R. Un peu plus loin ici, on aura l'inverse, c'est-à-dire un 1 sur S et un 0 sur R. Et à ce moment-ci, on retourne à 0 sur S et 1 sur R. Cela correspond au mode reset, ici pour le loquet SR, tout de suite suivi d'un mode set, qui est ensuite suivi d'un mode reset, 0. On observe que la sortie Q suit exactement l'entrée D. Ensuite, on passe à un mode mémoire, donc pendant ce temps, S et R seront égales à 0, et donc il n'y aura pas de changement possible sur la sortie Q. Ensuite, on retourne à l'état transparent avec un 1 sur l'entrée G, et à ce moment-ci, l'entrée D se trouve être placée sur S et son inverse sur R. Tout de suite après, on aura l'inverse ici avec un 1 et un 0. Cela ici correspond au mode reset, on conserve donc le 0, et ici, le mode set, on passe à 1. Et ceci sera conservé jusqu'ici. Ensuite, l'entrée G est placée à 0, ce qui met le loquet en mode mémoire, et donc il n'y aura plus de changement à la sortie Q. Le troisième élément mémoire que nous allons considérer est la bascule D. C'est l'élément mémoire le plus commun. En anglais, on l'appelle un flip-flop. La bascule D a deux entrées au minimum, un signal de données D et une horloge clock. L'entrée D est saisie sur une transition d'horloge. Ça signifie donc qu'on ne s'intéresse pas au niveau de l'horloge, mais plutôt au fait qu'il y a une transition, soit de 0 à 1, soit de 1 à 0. En général, par défaut, on considère les transitions positives d'horloge, c'est-à-dire celles qui passent de 0 à 1. Donc, si on regarde le chronogramme de la bascule D, ce qui nous intéresse, c'est les moments de transition positive du signal d'horloge que j'indique ici sur la diapositive avec une flèche. Tout ce qui se passe en d'autres moments est sans importance. Donc, au départ, ici, on ne connaît pas
la valeur précédente de la sortie Q, donc on ne peut pas prédire de sa valeur. Dès qu'il y a une transition d'horloge, par contre, on inspecte la valeur de D et c'est ce qui va se placer à la sortie Q à partir de ce moment-ci. Tout ce qui se passe ensuite est sans importance, jusqu'à ce qu'on rencontre une nouvelle transition d'horloge. À ce moment-ci, la valeur de D est égale à 0 et donc la sortie passera à 0. Ainsi de suite jusqu'à la prochaine transition d'horloge. Et encore une fois, on inspectera la valeur de D, on trouve un 1 et à ce moment-ci, la valeur de Q passe à 1. Donc la bascule D, d'une certaine façon, est beaucoup plus simple, bien que son comportement interne soit nécessairement plus complexe. Nous allons maintenant considérer l'analyse du circuit séquentiel qui est montré à l'aide de son chronogramme. La première chose que nous allons faire, c'est de décider que les bascules sont sensibles sur les transitions positives d'horloge seulement. Ensuite, nous allons considérer un reset asynchrone, c'est-à-dire dès qu'il est à 1, les sorties de bascules passent à 0 immédiatement. On voit donc que les deux bascules auront une sortie de 0 jusqu'à la première transition d'horloge ici. À ce moment-ci, la valeur du signal B dépendra de la valeur de X. Alors, X ici a une valeur de 1. Donc, on appliquera un 1 ici à l'entrée de la bascule B. Ça veut dire que lors de la transition d'horloge, la bascule B passera à une valeur de 1. Ici, jusqu'à la prochaine transition d'horloge et on inspectera ensuite ce qui se passe. Pour A, par contre, on voit que A, son entrée ici est égale au OU exclusif entre la sortie actuelle de A et la sortie actuelle de B. Comme les deux sont présentement à 0, le OU exclusif de 0 et de 0, ben, c'est 0. Donc, il n'y aura pas de changement pour A jusqu'à la prochaine transition d'horloge. À ce moment-là, la valeur de X est égale à 0. Ici, on a un 0. Ici, on a un 0 ici, donc ça dépend de la valeur de B. B est présentement à 1, ce qui amène un 0 ici. Donc ici, on aura aussi un 0. Donc B passera à 0 à ce moment-ci jusqu'à la prochaine transition d'horloge. Pour A, maintenant, A, sa valeur, c'est le OU exclusif entre A et B. La valeur présente de A, immédiatement avant la transition d'horloge, c'est 0 et 1 pour un B. 0 OU exclusif 1 donne 1. Donc A prendra la valeur de 1 à ce moment-ci jusqu'à la prochaine transition d'horloge. À ce moment-là, pour A, on sait que sa valeur est égale au OU exclusif entre A et B. Donc, juste avant la transition d'horloge, on a un 1 et un 0. Le OU exclusif donne un 1. Il n'y aura donc pas de changement pour A à ce moment-là. B, par contre, lui, sa valeur dépend de X, qui est présentement un 0. C'est bon. Et la valeur présente de B inversée. B présentement vaut un 0, ce qui amène un 0 ici. Donc, on a un 1 à ce moment-ci, qui va amener un 1 ici à l'entrée. Donc, B va passer à 1 à ce moment-là, et cela jusqu'à la prochaine transition d'horloge. À ce moment-ci, on sait que A, sa valeur est égale au OU exclusif entre A et B, les valeurs immédiatement avant la transition d'horloge. 1 OU exclusif 1 donne un 0. Donc, ici, passera à 0 jusqu'à la prochaine transition d'horloge. B, sa valeur reste égale à non B ou X. Donc, non B, ça veut dire un 1, ça veut dire un 0, pardon, ou X qui est à 1. Comme X est à 1, ça force nécessairement un 1 encore à la valeur de B, jusqu'à la prochaine transition d'horloge. À ce moment-ci, pour A, 0 ou exclusif 1 va donner un 1. Et pour B, on a 0 ou logique, l'inversion de 1 qui est présentement 1, donc un 0, alors B va avoir la valeur de 0. On voit donc que les valeurs de A et de B, les deux variables d'état du système, ont varié en fonction du temps. On a fait des changements lors des transitions d'horloge, on a tenu compte des équations à leurs entrées et de la valeur de l'entrée X. Il nous reste seulement à calculer la valeur de la sortie Z. Z est égal à l'opération non-OU appliquée aux valeurs de A et B. On constate tout de suite qu'il n'y a pas de lien direct entre l'horloge et la valeur de la sortie Z. Donc, on n'a qu'à calculer le non-OU entre A et B. À ce moment-ci, c'est 0 et 0, ça fait donc 1.
jusqu'à ce moment-ci, 0 ou 1 donne 1, l'inversion donne donc un 0, juste à ce moment-ci, 0. On a encore 1 et 0, ça va encore donner un 0. 1 et 1 nous donne un 0. 0 et 1 donne un 0. Et 1, 0 donne encore un 0. Et on a fait l'analyse complète du circuit. Donc, dans cette vidéo, on a vu la structure générale d'un circuit séquentiel. On a vu comment distinguer les diagrammes de Moore et de Mealy. On a décrit, à l'aide d'un chronogramme, le comportement d'une bascule et d'un loquet. Finalement, on a donné le chronogramme correspondant à un circuit séquentiel. On a tenu compte de l'horloge, des signaux d'initialisation et de l'entrée.